Très heureuse de vous retrouver sur ce plateau d'information. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. Le Conseil des ministres adopte des projets de loi relatifs à la santé, de la reproduction et à l'élimination de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Les assises du dialogue national inclusif se poursuivent. Les participants ont planché aujourd'hui sur les derniers thèmes inscrits au programme de leurs ateliers respectifs. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie exprime ses craintes face au risque de la destruction totale d'Alep d'ici la fin de l'année si le régime et la Russie poursuivaient leur vaste offensive militaire. Mais d'abord, le Conseil des ministres qui a tenu ce matin sa réunion hebdomadaire sous la présidence de Mohamed El Abdelaziz, président de la République. Les résultats du Conseil ont été sanctionnés, entre autres, par l'adoption de 2 projets de loi. Le premier portant sur la santé de la reproduction et le second sur l'élimination de la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Le communiqué final du Conseil des ministres avec Mohamed Lamine Bakar. Réuni ce matin sous la présidence du président de la République, Mohamed El Abdelaziz, le Conseil des ministres a examiné et adopté les 2 projets de loi suivants. Projet de loi relatif à la santé de la reproduction. Le présent projet de loi a pour objet de définir les normes en santé de la reproduction et les dispositions juridiques qui les régissent. Il fixe également les droits en la matière et sanctionne toutes les formes de violation des dits droits. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Le présent projet de loi a pour objet de finaliser la procédure de ratification de l'accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite non déclarée et non réglementée approuvée par la conférence de la FAO le 22 novembre 2009. Cet accord constitue le premier instrument international juridiquement contraignant visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il vient renforcer les dispositifs déjà existants visant l'éradication de ce phénomène, dont les effets néfastes sur l'économie et l'environnement ne sont plus à démontrer. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant approbation et déclarant d'utilité publique le plan d'aménagement de la localité de Ain El-Taya, commune de Ain El-Taya, Muqata Datar, wilaya de l'Adrar. Le présent projet de décret a pour objet l'approbation et la déclaration d'utilité publique le plan d'aménagement de la localité d'Ain El-Taya, Muqata Datar, wilaya de l'Adrar. Ce lotissement destiné au recasement des sinistrés des inondations qui ont touché cette localité permettra de doter la dite localité d'équipements publics collectifs en plus d'espaces d'habitation répondant aux normes de sécurité contre les inondations. Projet de décret portant la nomination des membres du conseil d'administration du Centre national de lutte anti-acridienne. Projet de décret portant création d'un établissement public à caractère administratif dénommé l'Institut mauritanien de recherche et de formation en matière de patrimoine et de la culture et fixant les règles de son organisation et fonctionnement. Le présent projet de décret propose la fusion de l'Institut mauritanien de recherche et de formation en matière du patrimoine et l'Institut mauritanien de musique et des beaux-arts et du spectacle en un seul établissement public dénommé Institut mauritanien de recherche et de formation en matière du patrimoine et de la culture. Cette option a le double avantage de favoriser la mise en place d'une stratégie cohérente de formation dans les domaines de la culture et du patrimoine et d'éviter la dispersion des efforts dans ces domaines. Projet de décret portant concession provisoire de terrains au Trarza au profit de 7 promoteurs agricoles. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain au Trarza au profit du promoteur agricole Rim Fruit Rosso. Projet de décret portant concession définitive d'un terrain au Trarza au profit d'un promoteur agricole. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. La ministre de l'Agriculture a présenté une communication relative à la promotion et au développement de la filière maraîchère. Cette communication présente l'état des lieux de la filière maraîchère et les mesures à prendre à court et à moyen terme en vue de renforcer davantage les niveaux de couverture des besoins nationaux en produits maraîchers. Commentant les résultats du Conseil des ministres, le ministre de la Culture, de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement,
Et également, Mohamed Lamine Le Cheikh a passé en revue les projets de loi et décrets ainsi que les communications adoptées par le gouvernement. Lui succédant, le ministre de la Santé, professeur Kane Boubacar, a présenté un exposé détaillé sur le projet de loi relatif à la santé de la reproduction, de la production et les objectifs qui en sont attendus. Enfin, la ministre de l'Agriculture, Lamine Mtelrotoboulomamo, s'est appesantie sur la communication relative à la filière maraîchère, dont l'objectif vise à réaliser l'autosuffisance alimentaire dans ce domaine. Les trois ministres ont ensuite répondu aux questions des journalistes. Nous allons à présent au Palais des Congrès où les regards des Mauritaniens sont rivés dans l'attente des résultats qui sanctionneront le dialogue national inclusif. Les débats au niveau des quatre ateliers sont sur le point d'être achevés. Au niveau du premier atelier, consacré au thème du renforcement de l'état de droit, les participants ont échangé aujourd'hui sur un certain nombre de sujets liés à l'indépendance de la justice et à la révision de l'article 6 du système judiciaire. Bokar Bailaba nous fait le récit de ces débats. Les débatteurs ont souligné le fait qu'on ne peut pas prétendre à instaurer l'état de droit sans la justice sociale. Les deux vont de pair. Certains se sont appesantis sur les difficultés liées pour se faire recenser, les séquelles de l'esclavage, les libertés individuelles et collectives, la réforme foncière ou bien encore l'unité nationale. Ils s'accordent à dire que ce dialogue est une occasion pour trouver les solutions à ces difficultés. Je dirais que le dialogue est la seule voie de résolution de l'ensemble des problèmes qui se posent en tout cas au pays, donc à nous-mêmes. Et par ce biais, qu'il faut vraiment discuter de tous les points. J'ai eu la chance d'assister en tout cas aux premières rencontres préliminaires, il y a de cela une année, aux préparatifs en tout cas de ce dialogue, où alors tous les sujets ont été débattus. Donc c'est cette belle occasion qui se présente actuellement avec beaucoup de participants. Et je dirais que beaucoup de points ont été posés et les discussions se poursuivent. En dépit de la diversité de leur engagement et de leur obédience, les intervenants ont unanimement reconnu l'importance du dialogue censé plier le cou à toute forme d'injustice sociale dans le pays. Il y avait des réformes qui étaient assez lourdes, que nous allons ensemble, tous les cadres mauritaniens, essayer d'alléger pour le bien-être de nos populations. Le thème fondamental de l'atelier 1, qui est l'unité nationale, a été traité dans les profondeurs. Rien n'a été tabou. Les gens ont discuté, ont compris que les composantes de la Mauritanie ont discuté ensemble et ont trouvé des solutions. Ils ont compris qu'ils doivent vivre ensemble. Nous avons discuté sur tous les points, surtout sur l'état civil, l'unité nationale, la répartition du patrimoine national, des biens. Donc la Mauritanie n'appartient pas seulement aux fonctionnaires ni aux politiciens, mais aussi il y a le monde rural, il y a le secteur informel. Donc à défaut d'attribuer à chaque Mauritanien un petit salaire pour son droit, mais au moins c'est-à-dire de faciliter les soins pour les femmes enceintes, les enfants de 0 à 5 ans et des vieillards de 70 à partir de 70. À 3 jours de la clôture des travaux du dialogue national inclusif, les participants fondent beaucoup d'espoir sur ces ateliers qui permettront d'arriver à un document en guise de feuille de route pour la résolution des questions politiques et électorales, les réformes constitutionnelles, la gouvernance économique et financière et le renforcement de l'état de droit et la justice sociale en Mauritanie. L'atelier a procédé à un diagnostic des difficultés sociales et économiques du pays. Certains intervenants ont souligné que le plus gros frein à la croissance économique est d'ordre structurel, né du modèle de développement en vigueur. D'autres sont allés plus loin en déclarant que le modèle de développement en place n'est pas apte à absorber les chômeurs qui affligent sur le marché du travail. Ils ont aussi pointé du doigt le poids qui pèse sur les conditions de vie des citoyens, à savoir la cherté de vie. Ainsi, ils ont estimé la révision des salaires pour améliorer le pouvoir d'achat. À cela s'ajoute la répartition équitable des richesses du pays, la révision d'accords de pêche et miniers et l'élargissement du programme ML. Certains participants à cet atelier ont souligné la nécessité de poursuivre la politique de la décentralisation qui permettra l'émergence des pôles de développement économique à l'intérieur du pays. Au terme des travaux de cet atelier, les intervenants ont recommandé de mettre le curseur sur tout ce qui permet
de renforcer l'économie nationale et créer un cadre idoine pour l'attraction d'investissements directs étrangers dans le pays. Les réformes constitutionnelles et les problématiques politiques et électorales, respectivement les thèmes du deuxième et troisième atelier, les participants ont discuté de l'opportunité de la création d'un poste de vice-président et de la dissolution de certaines institutions. Les participants ont aussi échangé sur la question de la proportionnalité dans les élections ainsi que du rôle des partis politiques et de leur financement. Compte rendu, Abdoulaye Damaba. Les participants au dialogue national inclusif ont évoqué les différents points à l'ordre du jour, à savoir la révision de l'article 26 relatif à l'âge exigé pour les candidats aux élections présidentielles, le fonctionnement de l'Assemblée nationale, le Sénat, les symboles de l'État, le Haut Conseil islamique, le code électoral, plus particulièrement les modalités d'élection des élus locaux, les conseils régionaux, entre autres. Les participants ont exposé leurs arguments. Que le médiateur de la République est une autorité administrative indépendante. Et on parle de la République, donc soit c'est du domaine constitutionnel ou c'est du domaine des lois. Le médiateur de la République n'est ni du domaine des lois ni de la Constitution. Ça, il faut s'en remettre aux spécialistes, aux techniciens ou aux constitutionnalistes pour régler ce problème. Ni un homme de droit de se permettre d'être au niveau de la Constitution. Ça, c'est des erreurs qu'il faudrait revoir. Revoir l'âge pour permettre à ceux qui seront démis dans la Constitution qu'ils soient des sages, mais qui représentent aussi la Mauritanie. Qu'on y voit clairement la Mauritanie. Les emblèmes, les symboles de l'État, hymne national. On aime bien l'hymne national, mais il faudrait savoir ce que ça signifie. Il faut rappeler que les intervenants ont évoqué au cours de ce débat des sujets relatifs à l'évolution de l'État et décliné leur conception de la Mauritanie de demain. Enfin, au plan économique, l'atelier sur la gouvernance économique et financière a planché sur le développement de l'économie nationale à travers des réformes pertinentes. Bokar Baylaba. L'atelier a procédé à un diagnostic des difficultés sociales et économiques du pays. Certains intervenants ont souligné que le plus gros frein à la croissance économique est d'ordre structurel, né du modèle de développement en vigueur. D'autres sont allés plus loin en déclarant que le modèle de développement en place n'est pas apte à absorber les chômeurs qui affligent sur le marché du travail. Ils ont aussi pointé du doigt le poids qui pèse sur les conditions de vie des citoyens, à savoir la cherté de vie. Ainsi, ils ont estimé la révision des salaires pour améliorer le pouvoir d'achat. À cela s'ajoute la répartition équitable des richesses du pays, la révision d'accords de pêche et miniers et l'élargissement du programme ML. D'abord, on a essayé de faire le constat de l'état de la situation actuelle sur le plan économique et financier du pays. Il y avait quand même une certaine unanimité qui s'était dégagée, à savoir que nous sommes dans une situation de pauvreté, d'extrême pauvreté. Nous sommes dans un pays aussi où le chômage ne cesse de grimper. Selon les grandes lignes qui ont été abordées dans le cadre des propositions de solutions, c'est la répartition équitable des richesses, le financement, c'est-à-dire aller dans une optique de développement durable, à savoir d'abord de prendre en charge les besoins essentiels des populations, à savoir l'éducation, l'accès à l'éducation, à la santé. Certains participants à cet atelier ont souligné la nécessité de poursuivre la politique de la décentralisation qui permettra l'émergence des pôles de développement économique à l'intérieur du pays. Dans la commission qui parle des ressources financières et de gestion de l'économie, que l'économie soit beaucoup plus diversifiée et beaucoup plus décentralisée, que les pôles économiques se retrouvent dans presque toutes les régions, au lieu que tous les pôles économiques se soient seulement à Nouakchott, à Zouérate et à Nouadhibou. Au terme des travaux de cet atelier, les intervenants ont recommandé de mettre le curseur sur tout ce qui permet de renforcer l'économie nationale et créer un cadre idoine pour l'attraction d'investissements directs étrangers dans le pays. Cap présent sur Nouadhibou avec ce geste du commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire au profit des pensionnaires de la prison centrale. Il s'agit d'un don
en produits alimentaires ainsi que des couvertures et des tenues de sport. Le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, Cheikh Touradou Abdelmalek, a expliqué que ce geste entre dans le cadre du programme d'intervention de son institution en faveur des résidents des établissements pénitentiaires à l'échelle nationale. Il a ajouté que le commissariat s'attelle à matérialiser la politique du président de la République visant à réformer les établissements d'incarcération pour en faire des lieux de réhabilitation et d'insertion des détenus pour une meilleure intégration dans la vie active. Retour à Nouakchott, les acteurs évoluant dans le secteur de la justice et l'ordre national des experts judiciaires ont eu aujourd'hui des concertations centrées sur les questions liées au travail de l'expert judiciaire. L'objectif étant de chercher des solutions adéquates aux problèmes et obstacles rencontrés par ce dernier dans l'exercice de sa fonction. Melika Nakli. Cet atelier de concertation vise à étudier l'ensemble des questions liées au travail de l'expert judiciaire en cherchant des solutions adéquates aux problèmes et obstacles qu'il rencontre au cours de l'exercice de son travail. Au sortir de cet atelier, une feuille de route devrait être mise en place pour accompagner le renforcement de l'ordre national des experts judiciaires. Les travaux de cet atelier de concertation regroupent les différents acteurs dans le domaine de la justice et l'ordre national des experts judiciaires. Le secrétaire général du ministère de la Justice a à cette occasion souligné que l'expertise judiciaire est un acte d'instruction délégué par le magistrat à une personne spécialisée dans un domaine donné, portant sur une mission précise relative à des faits qui nécessitent des recherches et une évaluation sur la base d'un avis scientifique ou technique dont le juge à lui seul ne pourra parvenir. Il a par la suite ajouté que la réforme profonde dont les jalons ont été jetés par le président de la République ne se limite pas à un secteur défini, mais elle touche tous les secteurs du pays, ajoutant que le secteur de la justice a fait l'objet d'une grande attention dans le cadre du processus de modernisation que dirige le président de la République. Le substitut du procureur général auprès de la Cour suprême, M. Dia Abdelrahman, a souligné le rôle important de l'expert judiciaire, mettant en exergue la nécessité de maîtriser son domaine pour faciliter la tâche du juge. Quant au président de l'ONEJ, M. Mohamed Abdallahi Ould Ahmedna, il a indiqué que cet atelier qui s'inscrit dans le cadre des activités de l'ONEJ en collaboration avec l'Union européenne et le PNUD, visant à renforcer les capacités des acteurs dans le domaine, reflète la volonté ferme des pouvoirs publics visant à promouvoir la justice et la rendre au service du citoyen. Cet atelier de l'ONEJ bénéficie de l'appui du projet État de droit de l'Union européenne. Le projet État de droit est heureux de participer à cette initiative de l'Ordre national des experts judiciaires qui a pour objet d'une consultation, de discussion au sein de l'Ordre national des experts judiciaires, à la fois pour envisager des appuis et surtout pour avancer sur la réforme du statut des experts judiciaires. Les participants à cet atelier ont assisté à la projection d'un documentaire de l'Ordre national des experts judiciaires portant sur la mission, le rôle, les efforts déployés et l'organisation de cet ordre au cours des années précédentes et les enjeux et défis à relever. Clôture ce matin à Nouakchott de la campagne de sensibilisation et de lutte contre les produits polluants organiques persistants. La campagne menée pendant plusieurs jours par une caravane qui a sillonné les wilayas du Gorgol, d'Arlet Nouadhibou et le Trarza, a porté sur la conscientisation des populations autour des effets néfastes que peuvent provoquer les polluants chimiques sur la santé de l'homme et sur son environnement, mais également sur les animaux. La caravane était initiée et mise en œuvre par l'Association pour le développement des capacités féminines en collaboration avec le ministère de l'Environnement et le Programme des Nations Unies pour le développement. Le représentant et la présidente de la DCF ont tour à tour rappelé l'importance de la caravane pour la santé des populations. L'actualité internationale à présent, Staffan de Mistura, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, a affirmé que les quartiers rebelles d'Alep pourraient être totalement détruits à la fin de l'année et des milliers de civils vont être tués si l'armée syrienne, aidée de son allié russe, poursuit sa vaste offensive.
Il a indiqué en substance que dans 2 mois et demi au maximum, la partie est d'Alep risque d'être totalement détruite. Un cessez-le-feu en Syrie qui aurait pu mener Moscou et Washington à coordonner leurs frappes aériennes en Syrie a volé en éclats le 19 septembre après avoir tenu moins de 10 jours. Par ailleurs, au moins 20 rebelles ont été tués aujourd'hui dans une explosion à la frontière entre la Syrie et la Turquie. L'information vient de l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui n'était pas en mesure de donner dans l'immédiat les causes de la déflagration. L'OSDH a précisé que l'explosion qui a eu lieu au point de passage d'Atme, côté syrien, a également fait une vingtaine de blessés. L'agence de presse turque Anadolu a affirmé pour sa part que 20 personnes avaient été tuées, ajoutant que l'explosion était survenue au moment de la relève de la garde des rebelles syriens dans le secteur. Les Bahamas, secouées par l'ouragan Matthew, des habitants ont été piégés chez eux par la montée des eaux, tandis que tout l'archipel touristique était à l'arrêt et sans électricité. Sur l'île de New Providence, où se trouve la capitale Nassau, qui regroupe les 2/3 de la population bahamienne, des résidents ont relaté avoir eu le toit de leur maison arraché par la force des vents. D'autres habitants des parties ouest et sud de l'île ont indiqué être bloqués dans l'obscurité dans leur habitation inondée. Les météorologues locaux sur le pied de guerre ont dû évacuer leur bureau situé à l'aéroport de Nassau et être transférés dans un camion des pompiers vers d'autres locaux jugés plus sûrs. Les autorités ont demandé à tous les Bahamiens de ne pas sortir de chez eux. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Le Conseil des ministres adopte des projets de loi relatifs à la santé de la reproduction et à l'élimination de la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Les assises du dialogue national inclusif se poursuivent. Les participants ont planché aujourd'hui sur les derniers thèmes inscrits au programme de leurs ateliers respectifs. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie exprime ses craintes face au risque de la destruction totale d'Alep d'ici la fin de l'année si le régime et la Russie poursuivaient leur vaste offensive militaire. Merci Madame, Monsieur, à demain, Inch'Allah.